Stéphane McLeod, voilà, c'est lui qui est un architecte paysagiste, professeur honoraire de l'Université de Montréal et c'est surtout un visionnaire en environnement. Alors voilà, sa modestie sera un peu blessée, mais vous allez comprendre pourquoi je le présente comme ça. Alors merci d'abord d'avoir accepté l'invitation des organisateurs de cette conférence, qui est une première, et ça résulte vraiment d'une collaboration entre plusieurs conseils de quartier de Québec, le Réseau d'agriculture urbaine de Québec, le ROQ, l'Organisme des bassins versants de la capitale et le syndicat UPA Québec Jacques Cartier. Alors, je m'appelle Françoise Guenette et je suis une citoyenne, une voisine, et ça m'a fait vraiment plaisir d'accepter d'animer les échanges entre vous tous ce soir. Alors, pourquoi une telle conférence ce soir précisément? Vous savez, bien sûr, qu'on est à reviser actuellement le schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec. Vous savez probablement, ou peut-être, qu'il y aura à l'automne une consultation publique à cet effet. C'est donc le bon moment pour s'interroger, pour réfléchir ensemble à l'avenir de la ville. Alors, comment humaniser davantage cette agglomération? Comment nous adapter ensemble au changement climatique? Comment mieux valoriser les ressources en eau et en terre qui sont essentielles à la survie et à l'alimentation de tous et toutes? Alors, avant de vous présenter plus longuement notre conférencier de la soirée, je vous invite à entendre brièvement les gens qui ont voulu nous rassembler ici ce soir pour cette réflexion collective. D'abord, M. Vincent Galarneau, qui est coordonnateur du réseau d'agriculture urbaine de Québec. Alors, M. Galarneau, voulez-vous prendre 2 minutes pour venir vous adresser aux gens? Là aussi, vous devrez parler fort, vous aussi. Oui, ça va? Vous m'entendez bien? Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, d'une part, je ne suis pas vraiment coordonnateur du réseau d'agriculture urbaine de Québec. Le réseau est vraiment un regroupement d'organismes et de citoyens impliqués qui souhaitent, dans le fond, amener vraiment plus de nature en ville, plus de jardins, plus d'aménagements comestibles. Et lorsque Mireille nous est arrivée avec cette idée d'une conférence sur la renaturalisation ou la renaissance des cours d'eau en ville, on s'est dit, on dit souvent que tout est connecté, alors pour nous, c'était bien de dire, on va aller un petit peu au-delà même de notre mission de base, qui est vraiment le développement de l'agriculture urbaine, pour dire comment on peut contribuer à ce mouvement donc, de retour de nature en ville. On sait qu'un peu partout dans le monde, et M. McLeod saura nous le montrer, les villes reprennent conscience de l'importance de redonner accès à la nature, de redonner accès aux cours d'eau, de protéger également nos sources d'eau potable, et tout ça est conciliable. Alors, nous, on souhaitait être partie prenante ce soir, d'autant plus qu'on souhaite également encourager les initiatives citoyennes lorsqu'elles nous sont présentées, parce que c'est disons, en reprenant conscience de notre responsabilité collective pour le devenir de nos milieux de vie, qu'on cheminera ensemble vers des milieux de vie de meilleure qualité, où la nature est présente et où on peut encore entendre les ruisseaux couler. Alors, merci d'être avec nous ce soir et au plaisir d'entendre M. McLeod. Merci. Merci Vincent. Et maintenant, j'inviterai Audrey Morin, qui est biologiste et qui est chargée de projet pour l'organisation des bassins versants de la capitale. Audrey. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est vraiment agréable de voir que vous êtes motivés par la santé de nos cours d'eau. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'organisme des bassins versants de la capitale? Levez la main. Je vais quand même vous résumer un peu ce qu'on fait. Notre mission, c'est de faire de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Bon, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un plan d'action. On fait un portrait de la qualité de l'eau dans notre région. Nous, c'est pas mal la Ville de Québec et les municipalités qui sont autour. Et on voit les problématiques et on fait un plan d'action pour s'orienter vers l'amélioration de la qualité de l'eau, mais aussi la qualité des écosystèmes liés à l'eau. Et ça déborde même de ça avec la quantité de l'eau. Donc, s'il y a des sécheresses, des inondations, donc ça touche aussi à la sécurité des personnes, à la santé, parce que l'eau, tout le monde en boit. Et dans nos objectifs aussi, un élément d'accessibilité. Donc, redonner l'accès aux gens pour qu'ils puissent marcher le long des rivières, le long des lacs, faire du canot dessus. Parce que plus on connaît quelque chose, plus on l'aime et plus on a le goût de le protéger. Donc, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que renaturaliser des cours d'eau, laisser la nature faire ce qu'elle a à faire, c'est une excellente façon d'atteindre tous ces objectifs-là.
Donc, c'est simple. Et c'est pour ça que l'OBB est partenaire de la conférence de ce soir, parce que c'est exactement de ça qu'on va parler. Laisser la nature reprendre sa place et nous rendre tous ses services. Donc, je vous souhaite une bonne conférence, pleine d'inspiration et osons rêver. Merci. Merci beaucoup Audrey. Alors, par la suite, j'aimerais inviter M. Denis Bédard, vice-président du syndicat UPA Québec Jacques-Cartier. M. Bédard, autre partenaire de cette soirée. Oui. Bonsoir à tous. Alors, Denis Bédard, ferme Bédard et Blouin. Moi, je suis un praticien. On cultive la terre depuis 75 ans chez nous. Plus fort, on cultive la terre depuis 75 ans chez nous. On utilise l'eau de toutes les façons. On l'emmagasine, on arrose nos plantes, on nourrit le monde avec l'eau. Alors, c'est pour ça que l'UPA, syndicat de base Québec Jacques-Cartier, s'implique dans les bassins versants avec différentes actions. Et c'est pour ça qu'on a été intéressé à promouvoir cette soirée-là. Je vous en souhaite une bonne et j'espère que ça va être satisfaisant pour tout le monde. Merci. Merci, M. Bédard. Merci. Et enfin, Mme Huguette Lépine, présidente du conseil de quartier Saint-Louis. Mme Lépine, c'est à vous. Je vous l'ai dit, je pense qu'il y a 7 conseils de quartier impliqués, au fond, dans cette organisation, dont le vôtre. Oui, Mme Lépine. est-ce que je peux voir qui appartient à un conseil de... On est tous membres de conseils de quartier, parce que les conseils de quartier, ce sont les citoyens. Et combien sont impliqués dans leur conseil de quartier où ils participent? Alors, nous, on a été interpellés par Mireille Bonin, quelque part là-bas, et on est de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, et on trouvait, étant donné que nous, il faut qu'on se tienne au courant, on se disait qu'une soirée sur l'eau, ça allait de soi. Le courant et l'eau. On m'a demandé, l'idée était bonne de faire, de rendre hommage à Jean-Paul Lallier par cette conférence. Et je vais prendre les 2 minutes que j'ai pour pouvoir vous parler de Jean-Paul Lallier. Quand M. Lallier est décédé cet automne, il y a des gens près de moi qui étaient nouvellement arrivés à Québec ou trop jeunes pour s'en souvenir et qui ne saisissaient peut-être pas pourquoi j'étais autant affectée par le décès de M. Lallier. J'ai l'âge d'avoir connu les administrations précédentes. J'ai l'âge d'avoir connu les administrations avant celle de Jean-Paul Lallier, où j'ai assisté à des choses dans la ville qui ont laissé des traces et qui ont marqué la ville. Et il y avait, je pense que Jean-Paul Lallier n'était pas le seul, il y avait une équipe qui voulait un changement et ils se sont trouvés un chef. Et ce chef-là, c'était Jean-Paul Lallier. Et ce chef-là, je pense qu'il est devenu un leader pour la ville de Québec. C'est un homme qui croyait beaucoup dans l'intelligence collective. Et il voulait qu'il y ait des lieux où cette intelligence collective-là puisse s'exprimer. Il y a eu des groupes de discussion, il y a eu des commissions, mais il y a eu beaucoup les conseils de quartier. Et cet automne, un moment où je doutais de ma vocation dans les conseils de quartier, j'ai eu le plaisir de jaser avec lui à quelques reprises cet automne et il m'a ramené les raisons qui l'avaient incité justement à mettre sur pied les conseils de quartier. Et il a eu l'intelligence aussi de les préserver en les faisant enchâsser dans la charte de la Ville de Québec. Et il m'a dit, j'ai rencontré un sage, un Marocain, à un moment donné, qui m'a dit, ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Et il m'a dit que c'est ça qui avait inspiré son implication dans la ville au courant de sa vie et que pour lui, les conseils de quartier, ça appartenait aux citoyens et c'était eux qui devaient être là pour contribuer à façonner leur quartier. Alors, je pense que c'était un grand homme. Je pense qu'il nous manque, mais je pense qu'une façon d'honorer sa mémoire, c'est d'être actif dans nos conseils de quartier pour lui rendre hommage. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Lépine.
Alors, voilà, c'est le moment de vous présenter cet homme qui est là. Alors, j'ai quelques notes biographiques. D'abord, je vais vous le présenter. On va l'entendre pendant 45 minutes à peu près, environ 50. Et ensuite, il y aura une période d'échange. Alors, déjà, préparez vos commentaires, vos questions. Il pourra aller plus loin et répondre à votre curiosité. Et je vous invite à la fin de cette période d'échange à rester avec nous. Il y aura une petite surprise qui est prévue. Alors, on vous laissera partir vers 9h moins quart peut-être. Je vous invite à rester jusque-là pour avoir cette surprise en 2 volets. Alors voilà, qui est John McLeod? Il est natif de l'Ouest canadien. Il a été diplômé en études de l'environnement et en architecture du paysage à l'Université du Manitoba, jusqu'au moment où il a migré carrément de Winnipeg à Charlesbourg pendant une tempête de neige en 1977. Architecte paysagiste, donc, il a d'abord travaillé à Québec chez Gaston Saint-Pierre et Associés. Et comme chargé de projet, à ce moment-là, il a collaboré à la réalisation du plan directeur du Parc des champs de bataille nationaux en 78-79. Il a ensuite conçu et surveillé la réalisation de plusieurs projets du Vieux-Port de Québec, notamment la Pointe-à-Carcy, les quais historiques du Bassin-Louise, la promenade Abraham-Martin et le Centre d'interprétation de Parcs Canada. Il a aussi collaboré à des dizaines de projets de parcs municipaux, parcs-écoles, promenades et autres aménagements récréatifs de municipalités ou de parcs nationaux dans différentes régions du Québec. En 1985, il devenait professeur à l'Université de Montréal. Et là, pendant près de 30 ans, il a enseigné le design de communautés et de complexes résidentiels inspirés du développement durable, la conception de jardins, le génie du site, ainsi que la pratique professionnelle, donc en paysagisme, architecture. Il a été directeur de l'École d'architecture de paysage de l'Université de Montréal de 2006 à 2010. Il est, depuis 2013, retraité, c'est-à-dire professeur honoraire de l'Université de Montréal. Donc, vous avez compris que depuis plus de 25 ans, il travaille à concevoir, réaliser, documenter également des parcs et des jardins dédiés à la paix mondiale. Depuis 2011, il enseigne l'architecture régulièrement à différentes universités en Chine, notamment à Beijing et à Harbin, une ville nordique à peu près à la même latitude que Montréal. Et depuis sa retraite officielle, il offre aussi des services de consultant bénévole au Canada, en Afrique et en Israël. Et il prononce régulièrement des conférences. Alors, vous allez comprendre qu'il est d'abord et avant tout un citoyen du monde, un jardinier passionné. J'espère qu'on va voir des images de votre jardin. Non? Et j'ajouterais que c'est le grand-père émerveillé de 4 enfants nés depuis sa retraite, depuis 2 ans et demi à peu près. Alors voilà un grand-père comblé bientôt d'un 5e petit enfant. Alors John McLeod, on vous écoute nous parler de la renaissance des cours d'eau en ville. Merci. Pourquoi faut-il ramener à la surface, au fond, à la vue de tous ces rivières qui ont sillonné traditionnellement nos territoires urbains? Je vous en prie, on vous écoute. Merci. Ah, c'est déjà assez. Bonsoir. Salut. Y a-t-il une technicienne? Ça a fonctionné tantôt? Il faut juste débloquer à chaque fois. Excellent. C'est pas parti. C'est parti. Quel honneur, quel plaisir d'être de retour à Québec. J'aimerais commencer, comme j'ai déjà entendu à plusieurs reprises dans les conférences, en reconnaissant la présence des Premières Nations sur le territoire où nous sommes. Nous venons ici comme Européens, pour la plupart descendants des Européens, depuis quelque temps.
Et ce que je souhaiterais, et ce que je suis assuré que vous partagez avec moi, c'est cette vision qu'on est là pour utiliser le territoire pour un temps. 80 ans, si on est bien, on est de passage ici. Est-ce que notre perspective, est-ce que notre façon de se servir de la terre va l'améliorer pour les générations à venir? C'est ça la question. On a des locataires pendant quelque temps. J'aimerais dédier cette conférence à nos petits-enfants, à nos enfants. Car ce que nous faisons maintenant, durant le temps de ces quelques générations, va leur appartenir très bientôt. Non seulement est-ce que nous avons le devoir de protéger cet environnement, nous avons aussi le devoir de les éduquer, de leur permettre de connaître et de savoir comment bien vivre sur ce territoire qu'on occupe pendant un court moment de temps. J'aimerais aussi dire en commençant que je ne suis pas un expert de la renaissance des cours d'eau en ville. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des biologistes, des écologistes, des hydrologistes, des géographes, des historiens, même des architectes paysagistes dans la salle qui connaissent la matière peut-être mieux que moi. Donc, je souhaiterais que ce soit pas une conférence, mais une conversation. J'espère que, après que je vous aurai montré quelques images, qu'on peut s'engager dans une discussion. Et je pense que vous êtes autant les experts que moi. J'aimerais que votre perception soit de ma manière de parler le français, et je m'excuse pour le petit accent. Je viens de Winnipeg quand même. Je souhaiterais que notre langage soit inclusif ce soir. Il y a beaucoup de causes dans le monde où les uns se rendent contre les autres. Et puis, on voit quelques milliers d'années d'histoire de l'homme sur cette planète qui aboutit dans les guerres, toutes sortes de choses à cause de ça. Est-ce qu'on peut utiliser un langage inclusif pour se parler, pour trouver comment une partie de l'idée de l'autre pourrait compléter mon idée et ensemble, à travers une consultation, un véritable échange d'idées, qu'on peut trouver les meilleures façons d'agir. J'espère que c'est ça qu'on va se lancer ce soir. Il y a quelques semaines, j'avais le grand plaisir de revenir de l'Israël sur Turkish Airlines. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà voyagé sur Turkish. Vous saurez peut-être pas que c'est la meilleure airline en Europe, votée depuis des années. C'est incroyable, je vous recommande. Mais une chose qui m'a frappé, tu sais, vous savez, Air Canada ou peu importe, ici c'est le pilote et on va atterrir, le climat c'est... Sur Turkish, il commençait toute petite annonce. Mesdames, ou en anglais, ladies and gentlemen and dear children. J'ai dit, quoi? Et chaque fois, et je me suis dit,
à force d'utiliser des mots, des paroles et des messages qui sont transmis. Donc, les enfants sur ce vol étaient aussi, c'était pas du trouble, ils étaient accueillis. Très bien. On souhaiterait que notre langage soit aussi ouvert et inclusif pour les enfants. Et qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai touché mon ordinateur. Et ma présentation disparaît. D'accord, et je mettrai. Et je pense que c'est. L'ordinateur me dit restez pas trop longtemps sur une image, continuez. D'accord. Lorsque je suis arrivé avec mon épouse enceinte dans cette tempête de neige en 1977 à Charlesbourg, en mars, c'était une journée comme ça en avril, la ville de Québec me paraissait très, très belle. Oui, l'Anse au Foulon, puis le bord du fleuve, c'était pas si attrayant que ça pour un architecte paysagiste. Le port de Québec, c'était une zone industrialisée un peu maganée. Parlons pas du bassin Louise, etc. Ce qui est le boulevard René-Lévesque, c'était une autoroute. Une autoroute qui rencontrait une autre qui venait de Beauport, juste aux portes de la colline parlementaire. Et comme jeune architecte paysagiste, j'ai dit, il va y avoir du boulot ici. Quoique je ne parlais pas le français à ce moment-là. Comme j'ai dit, je souhaite dédier cette conférence non seulement à Arthur, mon petit-fils, mais à tous vos enfants et vos petits-enfants. La semaine passée, j'ai commencé avec Arthur un programme pour les 2 ans et demi, qui est un programme de la garderie Le Lion et la Souris dans le quartier Myland à Montréal, au Champ des Possibles. Qui connaît le Champ des Possibles? Levez les mains, s'il vous plaît. Tout est possible. Arthur a cherché le lion, il n'a pas trouvé, et puis on n'a pas trouvé la souris non plus. Mais le Champ des Possibles, si vous ne le connaissez pas, c'est une terre en friche qui longe le chemin de fer canadien-pacifique sur au moins 1 kilomètre, je crois, qui est vraiment une no man's land, délaissée. Moi, j'aime ça. C'est comme, je dirais pas politiquement et tout, mais c'est un peu comme le demilitarized zone entre la Corée du Nord et du Sud. Vous savez, il y a une bande de 4 km de large sur 200 km de long où personne n'est allé depuis la fin de la guerre de Corée. Et la végétation spontanée s'est mise à se développer et ça fait ce que je croirais un jour va devenir une part de la paix lorsque les deux Corées, éventuellement, vont se réconcilier. Et si ça semble impossible aujourd'hui, pensez l'Allemagne il y a quelques années. Tout est possible. Est-ce que vous connaissez Ebenezer Howard? L'idée des Garden City. C'était une idée des villes idéalisées qui était une réponse aux besoins de nouvelles villes en Angleterre après l'industrialisation du 19e siècle. Donc, à la fin du 19e, Ebenezer Howard a conçu, et c'est un concept, c'est pas à faire comme ça, mais il a conçu une ville, vous voyez, des villes avec des agglomérations pour les maisons,
large farms à l'intérieur de la ville, des fermes, la culture, des canaux à travers le tout. Bon, décrit très géométriquement ici, mais ce n'est que une idée. Mais c'était une bonne idée de reconnaître l'agriculture et l'importance des cours d'eau en ville dans cette conception de ville. À peu près en même temps, peut-être un petit peu avant ça, un grand homme, le père des architectes paysagistes, c'est lui qui a offert au monde le titre de ce domaine, l'architecture de paysage et architecte paysagiste, Frederick Law Olmsted, a fait à Boston le collier d'émeraude, des Emerald Necklace, une séquence d'espaces verts le long des cours d'eau de cette ville, reliant pour l'avenir ces différents bassins par les petits cours d'eau jusqu'à la rivière Charles. Pas le Saint-Charles, mais le Charles. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, et au début du 20e siècle, dans la plupart des villes, c'était tout autre. Des cours d'eau devenaient, pour les raisons de possibilité de transport ou bien d'accès à l'eau, des sites industriels. Et avec la mentalité de l'époque, c'était cohérent. C'est ça qu'on fait avec des cours d'eau. Les déchets de la réalisation, la production industrielle, on jette ça dans la rivière. C'est normal. C'était normal parce qu'on n'avait pas une compréhension systémique de comment l'environnement fonctionnait. Ou si on l'avait, on était 2, 3 dans une université à quelque part qui ne savait pas communiquer. Mais le point que je veux faire ici, c'est que il y avait tellement de mauvaises idées, on dirait maintenant, au 20e siècle, qui ont été mis de l'avant pour les questions de progrès, de développement. C'était pour le bien-être de tous, sauf qu'on n'a pas pensé trop tôt. Donc, je ne veux pas blâmer. Je ne pense pas qu'on peut blâmer ceux qui ont agi de bonne foi avec les meilleurs outils et compréhensions qu'ils pouvaient avoir à cette époque-là, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ce qu'on peut se réjouir maintenant, c'est de savoir qu'on a d'autres outils, d'autres connaissances, d'autres façons. Et nous devenons, avec la connaissance, responsables de nos actions. Ce que je souhaite faire ce soir, c'est pas si quelqu'un essaie de prendre des notes, s'il vous plaît, juste absorber avec votre esprit. Je vais, là, ça va lentement, ça va speeder up un peu. J'aurais pu vous donner des exemples des différentes choses qu'on va discuter, soyant ou étant inspirés de presque n'importe quelle des grandes villes du monde actuellement. Parce que le mouvement de renaissance des cours d'eau en ville, de l'agriculture urbaine, la conscience des bassins versants, je ne dirais pas que c'est monnaie courante encore, mais ça s'en vient. C'est une bonne nouvelle. On a toute raison d'avoir beaucoup d'espoir, mais il faut avoir beaucoup d'initiatives aussi. Ce que je vous propose de faire,
il fallait que je trie dans tous les exemples. Je vais vous inonder d'images. Et le sujet, c'est la renaissance des cours d'eau en ville. Mais pour moi, l'agriculture urbaine est là, la revégétalisation de la ville est là, les bassins versants sont là, tout ça, c'est un sujet. Donc, je vais aller et je ne vais pas systématiquement ni de ville en ville, continent par continent, là. Vous allez être en Chine un moment, puis aux États-Unis, puis... Ça va? Oui. Okay. Et à la fin de tout ça, si vous avez été stimulé, encouragé à quelque chose, bien, on va parler. Donc, tout de suite, en Chine. Beijing. Combien ont visité Beijing? Tu vois déjà ça, là. Il y a 20 ans, il y aurait peut-être un... Tu sais. Ça va? C'est la musique. C'est bien. Beijing, ça devient comme... Enfin, on voyage très facilement sur Turkish ou d'autres airlines. Mais Beijing me fascine. Me fascine parce que le cœur de la ville, la cité interdite, est ici, si vous le connaissez. Il y a un grand réservoir, une série de lacs qui sont juste à l'extérieur des murailles de la cité interdite, qui relient par des canaux le lac du palais d'été à l'extérieur. Et on voit dans une autre image ici, la cité interdite, la ville impériale, et tranquillement, ça c'est le palais d'été, qui est à une vingtaine de kilomètres, en effet, à l'extérieur. Donc, l'empereur restait l'hiver dans la cité interdite, et durant l'été, au palais d'été, qui était un aménagement extraordinaire. On voit ici, ça c'est une montagne construite sur laquelle il y a un temple et le palais qui sont selon le feng shui, si vous le connaissez, parce qu'on n'avait pas, tu sais, le palais devait être face à l'eau et dos à une montagne, mais il n'y avait pas de montagne. C'est la Chine, on en fait une. Et c'est la même chose pour les cités interdites. La terre qui a été excavée pour créer le fossé tout autour, le canal tout autour de la cité interdite, a été utilisée pour créer le parc Jinshan derrière et qui est une petite montagne. Donc, lorsque l'empereur passait de le palais d'été en allant vers la cité interdite, passait par les terres ici, vous voyez le découpage, c'est des rizières. Ici, dans une photo aérienne datée 2001, on voit le grand lac, le palais là, la ville est là-bas, et l'empereur passait et il y a un village, dans le temps il y avait un village à peu près ici, 2001, et vous voyez toujours les champs agricoles tout autour. 2003, drôle de pattern qui commence à s'installer dans les rizières. Et sur ma carte, quand j'ai déménagé, j'ai fait une année sabbatique à Beijing, et je restais juste ici en bas, à quelque part, puis l'université de Pékin, c'est là-bas, et je regardais la carte et j'ai dit, oh, OK, je vais longer la canal, traverser le parc. Ça disait parc. Donc, je me suis donné l'intention de traverser là, passer là, parce que, tu sais, au Canada, on traverse un parc, puis on passe n'importe où. Je passe là, puis j'irai là. Donc, je suis rendu ici,
et je rentre dans le parc. C'était le mois de mars, avril, la neige était partie, et j'étais dans cette immense